l'époque des hypervitesses, plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Cet épisode est un peu inédit aujourd'hui. D'abord parce qu'on va parler d'un sujet jamais abordé jusqu'à présent dans le podcast, le design. Nous allons nous demander la chose suivante, comment le design, les arts décoratifs nés au moment de la civilisation industrielle pourraient bien craquer l'époque. Dit ainsi, je suis pas certain que cela soit très convaincant. Alors je vous propose d'explorer aujourd'hui une initiative qui consiste à mettre le design au service des territoires ruraux. Vous allez me dire, il n'y a que les bobos parisiens qui se mettent à investir les campagnes avec leurs idées de design et de développement des territoires sans trop se soucier des spécificités des milieux de vie ruraux. Eh bien non, on va essayer de comprendre que ça serait une approche un peu sotte et grossière et qu'effectivement, le design ouvre des perspectives passionnantes pour agir localement dans les territoires. Les conséquences sont sociales, écologiques, bien entendu, et elles pourraient aussi vitaliser les pratiques démocratiques. Nous allons donc en parler. Mais le caractère inédit ne réside pas seulement dans notre problématique. Nous accueillons exceptionnellement deux invités pour discuter du design et des territoires, Emmanuelle Thiblou et Ariane Briouat. Emmanuelle Thiblou, Ariane Briouat, bonjour. 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 Alors Emmanuelle Thiblou, vous êtes directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, l'ENSAD. Vous avez dirigé plusieurs écoles supérieures d'art et vous avez présidé l'Association nationale des écoles supérieures d'art de 2009 à 2017. Vous écrivez, vous publiez et vous signez des tribunes sur l'art, le design, la culture et l'éducation. Vous avez notamment co-dirigé une publication « Design des mondes ruraux, ce que le design fait à la campagne et réciproquement ». Ce livre, vous l'avez co-dirigé avec Ariane Briouat, qui est ici à vos côtés. Ariane Briouat, vous êtes chargée de mission à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Vous êtes diplômée de l'École d'affaires publiques de Sciences Po. Vous avez travaillé sur des enjeux de politique culturelle pour le compte de collectivités, d'institutions et de fondations. Alors avant toute chose, on va essayer de prendre conscience de ce qu'est traditionnellement le design. Qu'est-ce que c'est qu'un designer ? Alors une représentation un peu générale voudrait que le design est né avec la civilisation industrielle, qui s'intéresse essentiellement à la vie urbaine, et finalement au fond, un mariage un peu curieux entre beaux-arts, beauté et mécanique. Alors, qu'est-ce que le design ? Il y a deux façons de raconter l'histoire de la naissance du design et deux façons aussi de définir le design. Le discours dominant situe la naissance du design avec la révolution industrielle en considérant que le design est cette méthodologie qui se soucie de l'aspect des biens industriels qui sont produits à grande échelle, et de ce point de vue, le design naît en effet, et c'est du reste de cette époque que date l'apparition du mot design, du milieu du 19e siècle. Le mot apparaît à Londres, qui est l'épicentre de la révolution industrielle. Et puis vous avez une autre façon d'appréhender le design en considérant que c'est une approche et une méthodologie qui se soucie de l'usage, c'est-à-dire qui part de l'usage et qui vise à améliorer les usages, c'est-à-dire à améliorer nos conditions de vie, nos façons de vivre. Et de ce point de vue, il y a design à chaque fois qu'il y a une question d'usage qui se pose, et le design n'est alors pas très éloigné, n'est pas séparé de l'artisanat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se demande comment boire, comment manger, comment chasser, comment faire ceci, on invente des outils qui visent ou des ustensiles qui visent à répondre à des usages. Et ce que nous avons mis en place sous l'intitulé d'abord de design des mondes ruraux, puis de design des territoires, vise en somme à retourner le design tel qu'on peut l'imaginer dans sa relation étroite à l'industrie, à le retourner en fait contre ce berceau industriel pour le réarticuler à cette acception première, beaucoup plus générale. Par quoi il ne se distingue pas ou il n'est pas séparé de l'artisanat, des métiers d'art, et il accompagne en fait l'humanité dans toute son histoire, et il est vraiment lié à ce qu'on peut appeler la vie habitante, la vie réelle. Et de ce point de vue-là, le design est vraiment en prise sur les milieux de vie et a vocation à la fois à accompagner les territoires, mais à se nourrir aussi
de tous les savoir-faire vernaculaires. Vous avez des exemples un peu de ce que fabrique un designer? Enfin, concrètement, quand on sort de votre établissement, qu'est-ce que les designers font concrètement? Il y a 2 idées reçues sur les designers, c'est-à-dire que soit ils vont travailler pour l'industrie et ils vont faire des iPhones ou des ordinateurs ou des bicyclettes, etc. Soit ils vont être du côté du luxe et on voit les pages design sur papier glacé des magazines. Nos étudiants qui sortent de l'école dans l'un des secteurs de design travaillent vraiment à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va avoir des designers qui vont faire du mobilier, qui vont éditer du mobilier, des chaises, des tables, etc. On a d'autres designers qui vont travailler sur des problématiques beaucoup plus sociales, plutôt du côté de ce qu'on peut appeler le design de service, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de penser des usages, mais par exemple du côté de la mobilité, du côté de l'hôpital ou du soin. Et donc d'accompagner à chaque fois les citoyens, les patients, les habitants dans leur vie quotidienne pour améliorer leur vie quotidienne. Et très concrètement, donc pour ces deuxièmes types de designers, ils peuvent travailler par exemple sur certaines maladies. Par exemple, la maladie est un enjeu majeur pour le design parce que vous avez un dérèglement, une altération en fait des facultés, une altération aussi des usages et avec donc la nécessité d'inventer des environnements, des façons de faire, des médiations qui permettent d'accompagner ces altérations des usages. Par exemple, la maladie d'Alzheimer est un enjeu majeur pour les designers parce que vous êtes amené à imaginer des environnements dans lesquels vont pouvoir évoluer des personnes qui sont complètement désorientées. Alors, Emmanuel Thiblou, vous donnez au design d'ailleurs une profondeur un peu insoupçonnée pour des regards distraits. Vous expliquez que le design est ontologique au sens où il configure des façons d'être, mais aussi politique au sens où il participe à ce que Michel Foucault appelle la gouvernementalité ou la conduite des conduites. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cela, parce que ça nous passionne à Claquer l'époque? Oui, ce que je veux dire, c'est que en somme, le design est partout. On aurait tort, à mon sens, de le déplorer. Le design est partout. Cela veut dire que, par exemple, dans l'endroit dans lequel nous sommes maintenant, il y a des chaises, il y a une table, il y a de la lumière, il y a une porte, il y a un couloir, il y a de la circulation. Tout ceci a été conçu, dessiné, imaginé, pensé, designé. En somme, puisque le mot design, en anglais, to design, c'est concevoir. Donc le design est partout et il est aussi dans les politiques publiques. Quand on se met, par exemple, à lancer le pass culture ou quand on se met à créer un service de transport, il y a à chaque fois des gens derrière qui le pensent, qui imaginent, qui dessinent cela avec une vision préalable de ce que serait une bonne façon de se déplacer, une bonne façon de vivre ensemble, etc. Donc on a tendance à oublier que tout est conçu, pensé. L'un de mes engagements ou l'un de mes combats, pour le dire avec ce mot qui marque la fermeté d'un engagement, c'est de considérer qu'on gagnerait à mettre des designers, c'est-à-dire des personnes qui arrivent avec une approche sensible, qui partent des usages pour imaginer nos politiques publiques, nos mobilités, nos façons de vivre ensemble. Et en somme, le design tel que je le conçois est assez proche de ces mots dont la signification est assez flottante et assez multiforme, comme philosophie ou poésie. C'est-à-dire que c'est des mots qui désignent à la fois quelque chose d'assez précis, de la métrique, un type d'espacement des mots pour le poème, une pensée conséquente, articulée, qui a toute une histoire pour la philosophie, mais c'est aussi des mots qu'on emploie de façon très large, comme le considérer une situation avec philosophie, ou bien considérer que telle chose ne manque pas de poésie. Eh bien, il me semble qu'on peut utiliser le mot design de la même façon, en disant que là où il y a du design, en fait, il y a une très grande attention portée aux usages et portée à la vie habitante. Et il me semble que de ce point de vue, le design peut être une réponse à un certain discrédit qui frappe aujourd'hui la politique, qui serait éloigné en fait de la vie habitante, éloigné de la vie réelle des gens.
Et le design, en fait, est sans doute l'une des meilleures réponses au populisme, qu'il soit de droite ou de gauche. Alors, Ariane Briouat, quand vous êtes arrivé à l'école des arts décoratifs, comment s'est passé qu'est-ce qui vous a conduit à arriver dans cette école et quelles étaient vos idées de départ ? Alors, je suis arrivée donc au moment où effectivement le programme Design des mondes ruraux avait déjà été pensé et expérimenté, puisqu'il y avait déjà une première édition qui avait été lancée. Moi, c'est vrai que j'arrive effectivement avec un parcours plutôt issu des sciences politiques, avec effectivement un attachement fort à ce que peut être cette science et son application, mais que déjà, je pensais qu'effectivement la question culturelle était assez centrale. J'avais pu l'expérimenter dans des collectivités, dans des grands groupes privés aussi, où ces questions-là sont effectivement déjà mises en œuvre. Et là, il y avait une articulation extrêmement forte entre ces deux intérêts-là, à la fois le pouvoir culturel et en même temps cette attention à une forme d'engagement, d'action publique. Donc c'était effectivement hyper intéressant pour moi de pouvoir mettre le pied là-dedans avec ce programme qui au départ n'était encore effectivement qu'expérimental et qui assez vite a pu se muscler, a pu aussi se révéler sur pas mal d'enjeux sur lesquels il n'était pas encore positionné. Vous parliez en introduction de tout l'enjeu démocratique, mais c'est vrai que dans ce rapport d'outillage que les designers engagent sur les territoires, la question démocratique elle est essentielle pour des raisons aussi qu'évoquait Emmanuel, notamment ce rapport au sensible et cette relation très étroite avec la posture habitante. Et donc voilà, je suis arrivée dans ce contexte-là avec l'envie de déployer les choses à plus grande échelle encore. Alors évidemment, on va rentrer à l'intérieur de ce programme pour explorer un petit peu ce que ça commence. Justement, ça nous permet de reconsidérer un certain nombre de problèmes écologiques, politiques et sociaux. Peut-être avant, vous l'avez déjà un peu abordé, mais est-ce que vous pourriez nous dire comment cette initiative, elle part en tout cas d'un constat assez critique. Quelle critique adresseriez-vous aux conceptions un peu traditionnelles du design ? Alors au-delà de la conception du design, effectivement, il y a dans le programme, il y a une volonté aussi de renverser la place des designers. C'est-à-dire qu'en général, sur ces sujets-là, et notamment sur des questions d'action publique, les designers arrivent un peu en bout de course à l'endroit de la formalisation, une fois que les enjeux, les problématisations, voire les cahiers des charges ont été posés. Là, l'idée, c'est vraiment de réinvestir leur place, de faire valoir aussi le pouvoir créatif des designers, en assistant déjà à l'émergence des enjeux. Ils ont la capacité de les qualifier avec beaucoup plus de précision, de les connecter effectivement davantage à ce qu'on appelle donc cette vie habitante et donc cette réalité territoriale. Donc voilà, il y a déjà à l'endroit du design une vraie configuration qui est en train de s'opérer. Et puis à l'endroit de l'action publique, effectivement une façon d'ouvrir le champ qui est un peu différente de celle qu'on octroie habituellement, puisque on va chercher des rapports au territoire et aux habitants qui sont un peu différentes et qui reposent vraiment sur la réalité, leur vécu, la façon dont ils appréhendent les choses et qui ne sont pas que dans des formes de standardisation. Et donc je pense que là aussi du côté de la puissance publique, mais c'est vrai aussi pour le champ du design, il y a aussi tout un rapport à la déstandardisation. Comment est-ce qu'on pense des solutions très endémiques à partir de ressources en présence, à partir des dynamiques aussi en présence. C'est pas la même chose de travailler dans les Vosges du Nord qu'en Dordogne, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes géologies. Et donc tout ça, les designers ont la capacité de les prendre en œuvre, enfin de les prendre en charge et de les mettre en œuvre. Et donc ça, il y a aussi une recomposition au moins à ces deux endroits-là, à l'endroit du design et à l'endroit de l'action publique. Alors, vous avez pris intérêt pour la campagne. Racontez-nous aussi peut-être, parce qu'au départ, ça s'appelle Design des mondes ruraux. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter, Emmanuel, peut-être, votre intérêt pour les campagnes et comment d'ailleurs cette expérience que vous avez eue finalement en montant ce programme-là, comment ça a changé votre perception du monde ? Est-ce que cette expérience-là, ce programme-là, vous a instruit ? Oui, il m'instruit beaucoup. Pourquoi la campagne ? Bon, c'est d'abord une expérience réelle, une expérience vécue. Il se trouve que j'ai beaucoup bougé pendant ma vie et que finalement j'ai grandi en territoire périurbain, dans une banlieue pavillonnaire. J'ai étudié à Paris et vécu dans des grandes métropoles, notamment en Espagne. Et puis j'ai vécu aussi à la campagne, dans les Côtes-d'Armor, dans la Drôme ou dans les Deux-Sèvres. Donc moi je suis très sensible à nos milieux de vie. Et ce programme Design des mondes ruraux, il a été imaginé en 2018 lorsque je préparais ma candidature à la direction de l'école des arts décoratifs. Et j'avais l'intuition que les arts décoratifs étaient les arts de la maison, étaient les arts de vivre et d'habiter, et que de ce point de vue, ils pouvaient être extrêmement pertinents en dépit de ce qu'il peut y avoir dans cette expression d'art décoratif d'historique, d'ancien, qu'on pourrait considérer peut-être comme périmé. Je crois au contraire
que ces arts d'habiter, ces arts de vivre, aujourd'hui, sont les arts qu'il nous faut. Et du reste, cette expression, hein, l'art d'habiter, on la voit revenir beaucoup, notamment avec la pensée biorégionale. Donc l'idée a été de considérer en 2018 que l'école des arts décoratifs devait imaginer une action sur nos milieux de vie, et je distinguais à l'époque 3 milieux de vie, la ville, le périurbain et la campagne. Il se trouve qu'en 2018, novembre 2018, vous avez le mouvement des Gilets jaunes qui vient cristalliser ce qu'on observe et qu'on nomme à travers des expressions comme la diagonale du vide ou la France périphérique, à savoir une fracture territoriale, sociale et presque d'expérience vécue, et un sentiment de délaissement très fort pour toute une partie de la population qui vit dans des zones qu'on peut qualifier de rurales et périurbaines. Donc je me dis, il n'est pas possible qu'une grande école, qu'un grand établissement public comme l'école des arts décoratifs n'imagine pas une réponse à cette fracture, puisque le rôle de l'école des arts décoratifs, les arts décoratifs, hein, l'une des définitions, c'est l'alliance du beau et de l'utile. Je me dis, mais c'est le moment de mettre ça en œuvre. Et donc, j'imagine très vite un programme qui doit être très léger, qui viendrait immerger des jeunes designers, architectes, paysagistes dans un territoire rural qui serait un peu considéré comme un laboratoire, c'est-à-dire qui réunirait au moins 3 conditions, l'isolement, enfin la centralité, la déprise, et puis des réseaux de savoir-faire et des réseaux de solidarité à partir desquels on va pouvoir réinventer quelque chose, et avec l'idée que on va avoir une école qui serait une expérience immersive, une école de terrain, qu'il faut faire tendre le fait de résider vers l'expérience d'habiter. Donc il faut une durée suffisamment longue pour qu'on puisse s'imprégner du territoire, donc une année scolaire, 10 mois, et puis une petite équipe qui va travailler sur des problématiques extrêmement concrètes, qui concerne la vie des gens dont je vous parlais, cette vie réelle, des gens réels, donc sur des questions de mobilité, de soins, et la première année, par exemple, qui est une année un peu manifeste, une année 0, on travaille sur 3 problématiques fondamentales: vivre son adolescence en milieu rural, vieillir en milieu rural, et que peut l'économie sociale et solidaire pour les professionnels des métiers d'art. Donc en gros, c'était grandir, vieillir, créer, qui étaient les 3 sujets. D'ailleurs, un des problèmes que l'on peut retrouver aussi sur ces jeunes designers qui ont entre 20 et 30 ans quand ils arrivent sur le territoire, qui sur le coup sont un peu seuls dans le territoire dans lequel ils vont travailler, puisque il y a relativement peu de personnes de leur âge. En tout cas, on va écouter tout à l'heure un extrait d'ailleurs d'un film qui évoque rapidement cela. Alors, pour vous, Ariane Briouat, qui est chargée de programme, de développer ce programme-là, quel est votre rapport en fait au milieu rural, et finalement au fond comment ce programme-là vous a aussi a transformé votre conception du monde, en tout cas en partie? Alors moi, contrairement à Emmanuel, effectivement, j'ai pas d'expérience personnelle de la ruralité, parce que j'ai grandi en ville, dans un environnement urbain, et donc j'ai un rapport, j'allais dire jusqu'à maintenant, assez exotique à la question rurale, puisqu'elle s'est limitée à une question de loisirs et essentiellement de vacances. Et c'est vrai que du coup, j'ai découvert aussi tout un univers et toute une composition sociale qui est effectivement assez proche de ce qu'on peut retrouver en termes de schéma social urbain, et en même temps avec des effets de solidarité très différents, avec aussi une question d'échelle qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que le rapport, par exemple, aux élus et aux habitants est beaucoup plus facile parce que la composition est très différente, et donc il est beaucoup plus facile de travailler main dans la main avec des élus, même si cette proximité a d'autres effets, parfois délétères, parce que cette grande connexion impose aussi des responsabilités un peu différentes de celles qu'on peut trouver en ville. Mais disons, pour moi, c'est aussi un grand apprentissage, parce que j'ai découvert d'autres façons de faire, et encore une fois, d'autres formes de responsabilité vis-à-vis notamment de la proximité à la ressource, donc une façon de la gérer, de l'administrer, qui est un peu différente, et à partir desquelles il me semble que la ville a notamment beaucoup à apprendre, notamment vis-à-vis de sa dépendance au schéma rural. Alors vous avez choisi un poème d'Oderling que nous allons écouter. Viens, dans l'ouvert, ami, ça ne brille certes qu'un peu aujourd'hui. En dessous, et nous serre à l'étroit le ciel. Les monts ne sont pas découverts, ni les cimes. Des forêts, à notre souhait, et vide de champs, l'air reste figé. C'est couvert aujourd'hui. Somnolent les allées et les ruelles, et presque, me semblerait-il, que c'est ainsi que dans l'âge de plomb. Pourtant se réalise le souhait. Les vrais croyants ne doutent pas pour une seule,
heure et au plaisir demeure consacré le jour. Car ce n'est pas peu pour nous réjouir ce que nous avons gagné du ciel, quand il se refuse et pourtant se donne aux enfants pour finir. Rien que pour un tel dire, et aussi les démarches et les peines, soit digne le gain et tout à fait vrai le délectable. C'est pourquoi j'espère même que sera, si nous commençons, le souhaitable et notre langue d'abord déliée, et trouver le mot, et le cœur est à découvert, et du front enivré de plus hautes pensées jaillissent. Avec les nôtres du même coup commence la floraison du ciel, et au regard ouvert est ouvert le lumineux. Car ce n'est pas aux puissants, mais à la vie qu'appartient ce que nous voulons et qui semble convenable et joyeux du même coup. Mais cependant viennent aussi des hirondelles porte-bonheur, toujours quelques-unes encore, avant l'été, dans le pays. À savoir là-haut consacrant d'un bon dire le sol, où pour les invités la maison est bâtie par l'hôte avisé. Qu'ils goûtent et voient le plus beau, la plénitude du pays, qu'ainsi que le cœur le souhaite, ouvert, à la mesure de l'esprit, festin et danse et chant et la joie de Stuttgart soient couronnés. Pour ça, souhaiterions-nous aujourd'hui gravir la colline, puis un meilleur encore, la lumière de mai amicale aux hommes, parler là-dessus, éclairant par elle-même des hôtes malléables, ou, comme jadis, s'il plaît à d'autres, car ancienne est la coutume, et nous regarde si souvent en souriant de nous les dieux. Puisse le charpentier, depuis la cime du toit, énoncer la sentence. Nous, aussi bien qu'il se peut, avons fait notre part. Mais ce lieu est beau, quand au jour de fête du printemps se découvre la vallée, quand, avec le Neckar ici-bas, les pâturages verdoyants et la forêt et les arbres du rivage se balançant, innombrables, en floraison blanche, ondulent dans l'air berceur, mais couverts de nuages légers, sur les monts rougeoyants, le vignoble va poindre et croître et tiédir sous l'arôme ensoleillé. Quel beau poème, ça nous fait du bien d'écouter de la poésie ce matin. Expliquez-nous la raison de ce choix. C'est vous, Emmanuel Thibault, qui avez choisi ce poème ? Oui, donc un poème à la fois très beau, assez difficile, parce qu'il y a toujours cette syntaxe qui est extrêmement complexe chez Hölderlin. Mais juste reprendre le tout début, vient dans l'ouvert ami, et puis ce motif de l'ouverture ou de l'ouvert qui revient très souvent. Et je pense que la campagne, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la ruralité, ou les ruralités, c'est vraiment cette expérience de l'ouvert, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a des possibles, qu'il y a un potentiel considérable. Je n'aime pas trop l'idée qu'on va venir le raviver, le réanimer des campagnes, parce que il y a du vivant, et il y a un potentiel considérable avec pour reprendre ce que disait Ariane, des acteurs et des actrices qui sont extrêmement engagés. Et moi, ce qui me frappe, ce qui m'a toujours frappé à la campagne par rapport à la ville, c'est les singularités. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même qui est assez standardisé dans nos façons d'être en ville, et en forçant à peine le trait, on pourrait dire que vous pouvez comprendre assez aisément une personne à partir de ses chaussures, de la façon dont elle est habillée, vous savez pour qui les gens votent, vous savez ce qu'ils font le soir, etc. Et je trouve qu'à la campagne, il y a des vraies singularités aussi en termes de savoir et de culture, avec un étonnant mélange entre une culture de la vie habitante, c'est-à-dire un vrai savoir de la botanique, des matériaux, des cycles, des saisons, enfin donc ce savoir qui serait un savoir presque immanent comme ça, en fait c'est l'éducation des choses dont parle Rousseau, comme ça un savoir des choses. Et puis par ailleurs un savoir qui est un savoir intellectuel, livresque, de culture, qui est lié à des parcours, à des études. Et je pense que la rencontre entre ces deux types de savoir, une forme aussi, alors sans romantiser la campagne, mais quand même disons que c'est d'autres aliénations à la campagne. Mais par exemple, vous êtes moins aliéné à l'emploi du temps. Enfin, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que quand on fait nos rendus ou nos restitutions, on est sur des horaires, on est à 16h, 17h. Et en fait, vous avez énormément de gens qui arrivent à se libérer
qui considèrent qu'il importe d'être là parce que c'est là que quelque chose se passe, et donc qui arrivent à suspendre en fait leur activité, le cours de leur activité pour être là. Et ce que j'aime dans ce poème, c'est outre la façon qu'il a de dire quand même la beauté de la campagne, dans cette proximité aussi avec la nature dont parlait Ariane, il dit aussi l'ouvert de la campagne et cette richesse du potentiel avec cette évocation donc du charpentier sur son toit. Mais il y a tous ces savoirs qui sont là, toutes ces énergies et que je trouve à chaque fois, moi, à la fois extrêmement émouvantes, réjouissantes, et avec aussi des niveaux d'affection, je trouve, enfin assez élevés. Enfin, il y a des formes d'amitié. C'est un peu un grand mot, mais je pense qu'il y a des choses qui se jouent, qui se passent, qui sont assez intenses dans les relations que vous pouvez tisser avec des gens que vous ne connaissiez pas quelques heures avant. Et disant cela, je suis conscient qu'il faut que je me défie d'une vision un peu, ce que vous qualifiez de bobo, romantique. Mais je sais aussi, vraiment pour y avoir vécu, combien vous êtes aliéné à la voiture, combien l'alcoolisme peut faire des ravages, combien le désœuvrement n'est pas toujours une forme heureuse de désœuvrement, etc. Alors le mot ouvert, quel beau mot, c'est un mot qu'on aime beaucoup nous dans le podcast. Ça nous fait penser à Rilke avec l'ouvert avec un O majuscule, au sens où ça s'oppose complètement à ces mondes un peu fermés, enfermés, et à ces passions un peu tristes, quoi. Alors, peut-être comment se fait-il qu'il a fallu autant de temps pour que le design s'intéresse véritablement aux territoires ruraux ? J'allais dire, est-ce que ça participe d'un mouvement un peu général d'intérêt renouvelé pour les campagnes ? Ou comment vous le situeriez finalement au fond, cette phase dans laquelle nous sommes ? Alors, je m'adresse à vous deux. Alors, je suis pas sûre de pouvoir le dater complètement. Par rapport à ce que disait Emmanuel sur l'histoire du design, je pense que la façon de le nommer l'a effectivement pas mal accaparé aux questions urbaines. En revanche, effectivement, il y a des formes de design qui existent depuis très longtemps. Là, on était il y a encore quelques semaines à La Réunion, parce que une des antennes du programme y est implantée, et on se rend compte que notamment dans ce design créole, il n'a pas fallu attendre le 19e siècle pour que ces formes-là existent. Elles existaient, elles préexistaient. En revanche, effectivement, il y a aussi une tendance un peu plus contemporaine, et là je pense qu'on peut dater avec la pandémie, mais une espèce de retour en grâce de la campagne et des ruralités. Donc je pense qu'il y a aussi ce mouvement-là, mais pour toutes les raisons qu'évoquait Emmanuel, effectivement, il y a une vraie reconfiguration qui est en train de s'opérer et à laquelle on participe, et pour des raisons effectivement assez heureuses et assez opportunes, mais aussi pour des raisons tout à fait urgentes qu'ont révélé la crise des Gilets jaunes. Les ruralités, notamment pour ce rapport à la ressource et cette proximité, c'est aussi l'endroit des subsistances. Et on sait aussi que dans le monde très dégradé dans lequel on évolue, cette question des subsistances, elle est en train de revenir en première ligne, et que à cet égard-là, les ruralités sont aussi les espèces de première ligne de la crise écologique. Les questions de raréfaction, notamment de l'eau, mais aussi des ressources agricoles, c'est une réalité qu'on expérimente, qu'on arrive à nommer et à qualifier dans les différentes antennes du programme. Donc il y a à la fois effectivement une sorte d'effet d'opportunité parce que c'est un endroit aussi de respiration, c'est un endroit de reconfiguration, mais aussi parce que c'est un endroit d'urgence, pour les raisons que j'évoquais. Donc je pense que c'est cette contraction-là qui est en train de s'opérer. Et du côté des écoles d'art, des écoles d'art et design, on relève un intérêt croissant pour les territoires ruraux. Moi, ça fait une vingtaine d'années donc que je dirige des écoles d'art, et la première école que j'ai dirigée, c'était une école vraiment en milieu rural, à Valence, dans la Drôme. Et j'avais beaucoup d'étudiants qui venaient du Vercors, qui avaient une pratique aussi d'alpinisme, une pratique de randonnée. Certains sont devenus le guide, et il y avait, ça allait de soi en fait que l'école, on faisait des workshops dans le Vercors, qui était absolument magnifique. Et ce qui a changé là, ces dernières années, c'est qu'il y a une espèce de fierté rurale, de rural pride presque, qui fait que y a plus, quand vous êtes à la campagne, vous ne fantasmez plus sur les villes, et que de plus en plus nombreuses sont les écoles d'art et design territoriales à investir cette question de la ruralité ou cette question de l'engagement ou de la transition écologique. En Bretagne, à Brest, vous avez un master design des transitions. À la Haute École des Arts du Rhin, à Strasbourg et Mulhouse, vous avez tout un projet autour du biorégionalisme, une approche biorégionale comme ça de l'école. À Tours-Angers-Le Mans, il y a un
projet depuis assez longtemps de design rural. Bref, nombreuses sont les écoles à s'approprier ces sujets. Et ce qui est assez réjouissant, c'est qu'on a toujours tendance à opposer des écoles nationales et des écoles territoriales, avec des écoles territoriales qui connaissent des difficultés. Mais je pense qu'aujourd'hui, la territorialité, la territorialisation, c'est véritablement une force. Et d'une certaine manière, nous, ce qu'on a fait aux Arts Déco, École nationale parisienne, c'est décliner une conception territoriale du national versus une conception centralisée du national. Alors on va aller justement, on va écouter un extrait de film, on va aller à Nottron, dans une petite commune de 4000 habitants, 5000 habitants, je me trompe. 3000, ouais, excusez-moi. Donc, On est perçus comme des gens de passage. Ça nous donne un statut un peu particulier, on n'est pas vraiment des habitants, on n'est pas vraiment des néo-ruraux, parce qu'il y a aussi une population néo-rurale ici. Mais dans le travail, ça nous donne une posture hyper intéressante, où on est en capacité d'être en relation avec, par exemple, des associations dites néo-rurales, enfin un peu militantes. Mais en même temps, comme on est l'ENSAD, on est aussi en lien avec des institutions et des mairies qui politiquement sont en conflit avec ces associations avec lesquelles on est en lien. C'est hyper précieux, je trouve, cette position-là, pour faire des projets, parce qu'on peut parler à tout le monde. Alors je révèle un secret, mais dans ce film, on va retrouver 2 designers que nous écouterons la semaine prochaine dans le podcast Craquer l'époque. Alors, dans ce passage qui est très intéressant, donc on est dans la ville de Nottron, donc une ville de 3000 habitants, à peu près à 1 heure de Limoges. C'est une zone d'expérimentation, et en écoutant ce passage que vous avez choisi, le designer ressemble un peu à un diplomate. Un diplomate de passage. Diriez-vous que c'est un peu ça le designer? Alors, je sais pas si diplomate, effectivement, c'est assez juste, parce que je pense qu'il doit s'accaparer pas mal des outils dont doivent, pour user un petit peu, effectivement, trouver sa place. Mais effectivement, ils agissent vraiment comme des espèces de révélateurs ou de médiateurs. C'est-à-dire que l'idée qu'ils arrivent d'ailleurs avec des compétences qui n'existent pas forcément sur le territoire, ça leur permet effectivement d'être identifiés à un endroit très très singulier, qui leur donne autant de légitimité à l'endroit effectivement de l'institution qu'à l'endroit du militantisme. Et donc ils ont vraiment cette possibilité de constituer quasiment une tierce parole, vraiment un endroit de médiation qui permet de mettre en débat et de mettre quasiment en scène les conflictualités qui préexistent sur le territoire, mais de trouver d'autres façons de les adresser, d'autres façons aussi de les définir, pour ensuite s'en emparer et imaginer effectivement des voies de coopération un peu nouvelles. Mais c'est vrai que comme le serait effectivement un diplomate, le fait qu'ils viennent d'ailleurs avec des compétences qui n'existent pas, ça leur permet aussi d'émarger à un endroit qui est très singulier, et qui leur permet de ne pas être pris dans les mailles d'opportunités d'un côté ou de l'autre de l'échiquier local. Alors c'est quand même pas simple, c'est qu'il y a sociologiquement, peut-être ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs une grande frontière sociologique, c'est-à-dire que tout sépare le designer des habitants à la base, c'est-à-dire comment en fait quelqu'un qui arrive, un jeune qui arrive d'une grande école parisienne, arrive à la campagne pour un projet professionnel de design. On reste longtemps une extériorité, un EUX par rapport au nous des habitants, c'est-à-dire ceux qui vivent là depuis longtemps. Alors comment vous les préparez à l'école pour justement affronter cette frontière sociologique qui est quand même une des plus dures à lever? Alors, on les prépare pas effectivement, en tout cas on leur donne des conditions qui leur permettent de lever une partie de ces appréhensions, et ça c'est la condition de l'immersion, c'est-à-dire que le programme repose quand même sur cette donnée centrale. L'idée c'est qu'ils deviennent eux-mêmes habitants, alors pour une durée plus ou moins longue. Pour certains, effectivement, ça va se limiter à 10 mois. Pour d'autres, ils vont continuer et poursuivre leur immersion en devenant vraiment composante du territoire. Mais disons qu'on leur donne pour mandat de devenir une des entités locales et donc de comprendre depuis l'intérieur les dynamiques, les enjeux qui traversent ce territoire. Donc, ils sont tous très volontaires, au-delà du fait qu'ils soient hébergés sur le territoire, pour participer à toutes les formes de vie sociale qui existent localement. Donc, très régulièrement, ils tiennent des stands sur les marchés, ils s'inscrivent dans les clubs de sport. Enfin, il y a vraiment cet enjeu pour eux de devenir légitimes. Et en même temps, c'est cette illégitimité-là qui leur permet, à pas mal d'égards, de développer une pensée et d'être aussi compris à un autre endroit. Donc, ils ne cessent en fait, d'opérer des allers-retours entre eux. On comprend, on fait partie de cet écosystème et en même temps, on le regarde d'un peu loin avec d'autres perceptions. Et je pense que c'est important aussi de préciser que, effectivement, ils arrivent avec une étiquette nationale et parisienne qui est celle de l'école des arts décoratifs. Et en même temps, on recrute très très largement, à la fois en termes de diversité géographique, mais aussi de diversité de compétences. Et donc, 95% à peu près des profils qui sont retenus dans le programme ne viennent pas du tout de l'école des arts décoratifs et ne viennent pas du tout de Paris ou de la région parisienne. Donc en général, ils ont eux-mêmes déjà une expérience
rurales. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi des effets de légitimité qui viennent de leur identité propre. Alors on arrive au terme de notre épisode. La semaine prochaine, de toute façon, nous allons vraiment rentrer dans ce programme, en particulier d'ailleurs dans la ville de Nontron. Peut-être une des questions qu'on pose traditionnellement dans le podcast, c'est ce qu'on va faire demain, et peut-être aussi face aux résistances que l'on peut avoir. On voit que le milieu rural aujourd'hui intéresse beaucoup parce que c'est aussi une indication d'un certain nombre de basculements politiques et de formes de régression politique. Que diriez-vous, comment le design, vous l'avez un peu dit en introduction de ce podcast, comment le design, tel que vous êtes en train de le considérer, pourrait nous aider finalement à faire face à ce moment de régression politique que l'on connaît? Je commencerai par reprendre ce que je disais, c'est-à-dire que le design me semble la meilleure réponse au populisme, dans le sens où c'est vraiment une appréhension sous la catégorie de ce qu'on appelle les usages de la vie réelle, de la vie concrète. Et les critiques principales qu'on adresse aujourd'hui à la politique consistent à pointer une forme de désengagement ou de distance entre la politique et la vie réelle. Le designer, c'est celui ou celle qui se soucie des usages, donc de la vie quotidienne, de la vie concrète, auquel il essaye de répondre avec une approche sensible, donc une approche ancrée dans le réel. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, aujourd'hui, dans le design, qui est l'endroit où je me retrouve le plus par exemple que dans le mot le art, ou dans les mots philosophie, ou dans les mots le politique, c'est parce que c'est précisément l'articulation étroite entre ces champs qu'on a tendance à séparer, et notamment entre deux approches qu'on sépare constamment et qu'on considère comme inconciliables, antinomiques. C'est, pour le dire vite, la poésie et la politique. Et il me semble que le designer, c'est véritablement ce diplomate ou ce passeur qui permet de réarticuler les deux pour repenser, reconcevoir notre vie commune, notre vie habitante, avec un souci politique, c'est-à-dire en se demandant comment est-ce que nous faisons communauté, comment est-ce que nous pouvons exister collectivement, et avec un souci le poétique, c'est-à-dire dans la qualité de vie, ce que les Espagnols ou les Sud-Américains appellent le buen vivir, c'est-à-dire la vie bonne. Emmanuel Thibloux, Ariane Briouat, merci beaucoup pour cet échange autour du design. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.